Hello tout le monde et bienvenue dans cette septième session de la formation d'initiation Angular co-organisée par GDG Cloud Abidjan et GDG Bassam. Dans le but de cette formation que nous avons débuté il y a un moment, c'est de vous accompagner dans la découverte ou dans l'initiation du framework Angular à travers des séries de sessions pratiques. Donc, nous avons commencé en début de mois, le 7 mai, et la session est scindée à 8 sessions au total, d'1h45 à 2 heures. Donc, le but de chaque session, c'est de présenter un sujet spécifique et de pratiquer dessus, d'avoir un projet fil rouge que nous utilisons à la fin de chaque session pour pratiquer un peu tout ce que nous avons appris durant la session. Donc, avant de commencer cette session, donc, je tiens à remercier encore une fois GDG Cloud Abidjan et GDG Bassam pour cette opportunité de partage de connaissances et d'expériences. Et comme je le dis toujours, c'est la première fois que je rencontre personnellement une communauté aussi active ou dont les leads sont vraiment actifs. Et je vous félicite beaucoup pour cela. Donc, nous pouvons commencer un peu la session d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu suivre les sessions précédentes, nous avons parlé au début un peu de TypeScript, une initiation à TypeScript. Nous avons vu après comment créer des composants, créer un projet Angular 2.0. Nous avons vu comment échanger les données entre composants, c'est-à-dire la relation parent-enfant, en utilisant les inputs et les outputs pour échanger les données. Nous avons vu comment utiliser des services pour isoler les données des composants et pouvoir rendre ces services réutilisables et avoir aussi des composants qui sont réutilisables, qui ne sont pas couplés à la logique métier. La dernière fois, nous avons parlé du routing, où nous avons vu comment nous pouvons naviguer en différentes pages, mettre en place un système de routing pour récupérer des données et les réutiliser. Donc aujourd'hui, nous sommes à la septième session et cette session sera consacrée aux formulaires. Donc, à quoi servent les formulaires de façon générale? Donc, lorsqu'on fait de la programmation, il y a ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Donc, c'est ce qui nous permet d'envoyer des données vers la machine pour que la machine puisse les traiter. Donc, ça sert en quelque sorte d'interface entre la personne qui utilise l'application et la machine. Donc, il nous permet de récupérer des données de l'utilisateur pour pouvoir effectuer des traitements de choses. Donc, Angular, côté Angular, Angular nous fournit des outils à travers un module ou deux modules pour pouvoir manipuler facilement les formulaires. Donc, ce qu'il faut noter au niveau d'Angular, c'est qu'il y a deux types de formulaires. Nous avons les template driven forms et les reactive forms. Donc, les template driven forms, c'est des formulaires très simples et leur utilisation se base sur ce qu'on appelle des directives. Donc, il suffit de mettre une directive sur un élément, de faire un binding avec une variable donnée et à chaque fois que la valeur du champ change, donc la valeur se répercute automatiquement dans la variable. Et les reactive forms, c'est une amélioration des templates driven forms, vu que les templates driven forms sont très limités. Donc, les reactive forms sont plus puissants que les template driven forms et généralement on utilise les templates driven forms pour des choses simples. Rien ne vous empêche de l'utiliser pour des choses compliquées. C'est juste que ça vous fait écrire beaucoup de code pour faire peu de choses en fait. Donc, du coup, dans la majorité des projets, vous verrez l'utilisation des reactive forms. Donc, on va plus se focaliser sur les reactive forms pour qui vous permettent de faire pas mal de choses. Donc, pour les template driven forms, comme je le disais, ça se base sur une directive qui est le ND model. Nous avons ici un exemple d'utilisation du template driven form. Donc, nous avons juste un champ input ici, qui est du classique HTML. Donc, on réalise ici du binding dessus, mais c'est un binding particulier. Donc, c'est du two-way data binding qu'on a ici. Donc, le two-way data binding, ça veut dire que lorsque je modifie la valeur
Depuis le template, cela se reflète dans le modèle. Et lorsque je modifie les données, depuis le modèle aussi, ça se reflète dans le template. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et je pense que j'en ai parlé. Cette notation, on l'appelle le banana in a boss. Donc, c'est la façon dont on le désigne dans Angular. Donc, c'est une combinaison ici des event bending et du attribute bending, comme vous pouvez le noter ici. Donc, comme je le disais tantôt, il suffit de créer une variable, un attribut au niveau de notre composant qui est user email ici, et de faire le binding en utilisant le MD model. Donc, en faisant ceci, je dis en Angular que à chaque fois qu'il y a une modification de valeur au niveau de cet input, met à jour cette variable, de sorte que ça se reflète dessus, et lorsque je vais essayer d'afficher la variable, que je puisse accéder à la valeur en question. Donc, nous avons également les Reactive Forms sur lesquels nous avons plus insisté et qui font la force de Angular. Donc, pour pouvoir créer un Reactive Forms, comme vous le savez et comme nous l'avons vu, Angular se base sur un système de vue et de modèle. Vue, modèle et de binding. La vue, c'est la partie qui est visible à l'utilisateur, c'est-à-dire tout ce qui est template ou tout ce qui est HTML. Le modèle, que moi j'appelle personnellement contrôleur, c'est la partie TypeScript, toute la partie TypeScript. Mais si on veut se référer au modèle, c'est la partie c'est l'ensemble des, je peux dire, des propriétés qu'on peut accéder et modifier sur le composant. Donc c'est la partie modèle. Donc pour pouvoir faire communiquer ces deux parties, Angular passe par le binding pour pouvoir le faire. Donc le lien entre les deux parties. Donc, du coup, pour pouvoir créer un formulaire réactif, comme nous le verrons tout à l'heure, donc la première chose à faire, c'est de mettre en place le template, comme nous l'avons ici. Donc, vous allez voir que ce que nous avons vu ici et ce que nous voyons ici, il n'y a pas trop de différence dans la partie template. La seule chose qui change, c'est l'utilisation du MD modèle que nous n'avons pas ici. Donc, la première chose à faire lorsqu'on veut utiliser les formes réactives, c'est que vous créez d'abord votre vue, c'est-à-dire le template. Vous créez ensuite le modèle qui s'apparente à un forme contrôle, à un forme groupe ou à un forme arrêt. Donc, il s'agit de différentes utilisations. Nous allons voir les utilisations de chacun de ces éléments après. Mais pour l'instant, nous allons nous focaliser juste sur les formes contrôle. Donc, il s'agit d'un élément ou d'une classe que Angular nous fournit et qui nous permet de faire le binding ou de gérer un champ de formulaire. Comme son nom l'indique, c'est un forme contrôle. On peut pouvoir contrôler un champ de formulaire. Donc, on définit ici notre modèle après avoir défini les templates. Et ensuite, il faut faire le binding entre les deux. Donc, ce binding, pour le faire, on utilise cette directive qui est forme contrôle. On lui passe ici la valeur correspondant à l'élément que nous avons défini dans notre modèle. Donc, en procédant de cette façon, évidemment, à chaque fois qu'il y a une modification de la valeur ici, la valeur, cela va se refléter dans le forme contrôle. Est-ce que vous allez me demander ici, du coup, c'est quoi la différence entre ceci et ce que nous avons vu précédemment? La différence entre les deux, c'est que les formes contrôle, ça ne se résume pas à un simple binding, mais ça nous permet également de mettre en place des validations, de pouvoir écouter des changements d'état, par exemple la validation, le fait que la valeur a changé, le formulaire, les champs, est-il valide, est-ce qu'il y a des erreurs sur le formulaire et tout. Donc c'est cet élément qui nous permet de réaliser ça. Donc c'est le plus que nous avons par rapport au template driven, où il s'agit ici juste d'un binding sur un champ, où nous devons gérer nous-mêmes manuellement, ou à travers d'autres bindings, les validateurs. Donc, si nous revenons au niveau des formes contrôle, donc comme je le disais, il nous permet de gérer tous les éléments de formulaire, à savoir les inputs, les selects, les TSRA, un peu de tout, les boutons radio et tout ça. Donc, ce qui nous fournit, les formes contrôle nous fournissent, c'est qu'ils nous fournissent des éléments, des utilités pour pouvoir accéder à la valeur d'un champ, pour pouvoir détecter des changements de valeur,
pour pouvoir réaliser des validations, gérer les erreurs et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau d'Angular, le premier niveau d'éléments de formulaire, c'est les formes contrôle. Donc, lorsque j'ai un formulaire, un champ représente un forme contrôle pour moi. Maintenant, lorsque j'ai plusieurs champs de formulaire, donc je peux les regrouper dans un form group. Comme son nom l'indique, c'est un groupe d'éléments de formulaire. Donc, pourquoi cette façon de faire est fournie par le framework, c'est de pouvoir permettre de réaliser la validation d'un groupe d'éléments en une fois. Donc, ce qu'il faut savoir ici, si vous savez utiliser les form control, c'est que il vous sera facile d'appliquer les mêmes façons de faire à un form group. Nous allons voir par la suite comment faire cela. Et à la fin, nous allons voir également ce que constitue un form builder. Donc, vous allez voir que créer des choses, des fois, peut devenir un peu verbeux. Donc, les form builders, c'est une façon simple de créer des formulaires en utilisant un utilitaire. Donc, ça vous évite d'écrire manuellement les choses à chaque fois. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les formulaires. Et pour la suite, lorsque je parle généralement de formulaire, j'aime garder ceci comme fil directeur. Donc, nous allons utiliser ce fil directeur durant cette formation. Donc, le but, c'est que nous allons passer par ces différentes étapes. Nous allons voir comment réaliser tous ces éléments. Et si vous arrivez à faire tout ceci, c'est que vous savez bien utiliser les formulaires dans Angular. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc notre projet que nous utilisons jusque-là, ou que j'appelle le projet fil rouge, s'apparente à ceci. Donc, l'idée, c'est d'avoir une liste de contacts, une sorte de code dans lequel nous pouvons ajouter des éléments, voir le détail des éléments et tout. Donc, nous avons commencé au début par, lorsque nous avons appris à utiliser les composants, nous avons appris à créer un élément comme ça et à le rendre réutilisable. Ensuite, nous avons vu comment échanger les données entre composants. Donc, c'est là où nous avons mis en place les différents éléments ici pour pouvoir supprimer les éléments, les ajouter et tout. Donc, la dernière fois, nous avons appris à utiliser le routing. Nous avons fait ceci. Donc, on s'est dit que vu que nous ne savons pas pour le moment utiliser les formulaires, lorsqu'un utilisateur va cliquer sur le bouton Edit, on va juste récupérer son ID pour diriger l'utilisateur sur une page dédiée en affichant l'ID de l'utilisateur que nous récupérons ici. Donc, c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons apprendre déjà, dans un premier temps, à utiliser les formulaires. Et suite à cela, nous allons mettre en place un formulaire qui va nous permettre d'ajouter des éléments dans cette liste. Donc, si je reviens au code, donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, à la fin de la session, vous aurez accès au repo où vous allez retrouver les différentes branches, les différentes sections. Donc, la majorité des personnes qui sont avec nous depuis le début, ils ont déjà ce repo. Donc, pour vous donner juste une idée rapide, donc à chaque fin de session, donc, nous avons les branches que nous créons, que nous utilisons à la fin de chaque session. Donc, aujourd'hui, vu que nous sommes à la session 7, donc, du coup, je vais créer une nouvelle branche ici. Donc, ici. Donc, on va créer une nouvelle branche que nous allons utiliser pour la session d'aujourd'hui. Ok. Donc, du coup, là, c'est bon. Nous avons créé notre branche. Donc, il nous faut, à chaque session également, nous réalisons certains tests. Donc, pour ne pas polluer les tests avec ce que nous faisons ou notre projet, donc, à chaque fois, on déplace des fois les tests que nous réalisons dans ces différents dossiers pour vous permettre de revenir dessus et voir pas cela aussi. Donc, ce que je vais faire ici, dans un premier temps, je vais juste créer un composant vierge que nous allons utiliser pour la session d'aujourd'hui, de nos tests, pour ne pas polluer avec ce que nous avons là. Donc ici, je vais juste générer un composant. Donc, je fais md generate components. Je vais nommer ça test form par exemple. Test form. Donc, j'ai un composant qui m'est créé.
Donc, j'ai mon test form qui est ici. Donc, ce que nous allons faire pour nous allons modifier notre configuration de routine que nous avons créée la dernière fois, juste pour faire un refresh rapide. Donc, du coup, ici, nous avons dit la dernière fois que lorsque l'utilisateur vient sur Contacts, qu'on lui redirige, on dirige l'utilisateur sur la liste des contacts. Lorsqu'il accède à Edit/l'ID, on le redirige ici. Et nous avons également créé cette route de redirection. Donc, nous avons dit la dernière fois que tout ce que nous avons fait ici, on aurait pu l'écrire en utilisant les Children routes, comme on l'a fait ici. Mais aujourd'hui, je vais changer un peu les choses en attendant qu'on ait quelque chose de potable et qu'on revienne dessus. Donc, je vais dire maintenant que lorsque l'utilisateur vient sur la page, que par défaut, je veux aujourd'hui le rediriger ou le mettre sur le composant que nous venons de créer. Donc, le composant que nous venons de créer, nous l'avons appelé test form component, si je ne me trompe pas. OK, donc si je fais ça et que je retourne sur ma page, ici, lorsque je vais venir la première fois sur la page, je m'attends à tomber sur le formulaire ici. Donc, on voit que c'est bon pour le moment. Jusque-là, rien de nouveau. OK, donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons faire un petit test, juste pour la pratique. Donc, nous allons ajouter un input ici. Et à côté de cet input, nous aurons un bouton. Donc, dans un premier temps, nous allons essayer de mettre en place le formulaire en utilisant le Reactive Form. Ensuite, nous allons essayer d'afficher des valeurs, de faire des gymnastiques dessus, juste pour découvrir les PI que nous fournit Angular pour pouvoir manipuler les formulaires. Du coup, je peux fermer tout ceci. Donc là, maintenant, je peux me concentrer sur mon composant que je viens de créer, qui est le test form component. Donc, je peux me concentrer sur ceci. Donc, ce que je vais faire ici, je ne vais pas utiliser le fichier HTML pour éviter de faire des allers-retours. Donc, je vais créer tout ici, sans utiliser le fichier index, le fichier HTML que j'ai créé. Donc, l'idée, c'est de faire tout ici pour qu'on évite de naviguer à chaque fois. Ce qui vous déconcentre. Donc, je vais juste faire ici, je vais créer un input. Donc, nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous souhaitons utiliser les formulaires, la première chose à faire, c'est de créer le template. Donc là, on vient de créer un champ de formulaire. On sait que par défaut, c'est le type test. Donc, du coup, raison pour laquelle je ne l'ai pas précisé ici. Donc, en réalité, on devait faire comme ça. Donc ça, en faisant ceci, si je retourne sur mon interface, on a un champ de formulaire, on peut saisir des valeurs, faire tout ce que nous voulons. Okay. Jusque-là, rien de nouveau. Nous avons dit, après la création du template, il faut créer une variable qui va pomper sur le formulaire et réaliser tout ce que nous voulons. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons voir dans un premier temps comment utiliser les templates driven form, juste pour la culture, et au cas où vous tombez un code qui utilise des templates driven form, que vous puissiez au moins comprendre comment ça fonctionne. Donc ici, supposons que notre champ représente le nom d'un utilisateur. Donc on va juste faire ceci et donner une valeur. On peut dire que la valeur est nulle, par exemple, si nous le souhaitons. Donc l'idée, ce que nous souhaitons faire, c'est de faire le binding entre cette valeur et la variable que nous venons de définir. Donc pour pouvoir faire cela, nous avons dit tout à l'heure que nous pouvons utiliser le ngModel. Donc je fais ngModel comme ça. Et je vais pointer ça sur la variable en question. Nous avons également vu dans les sessions précédentes que pour pouvoir utiliser des éléments, que ce soit des directives, des composants et tout ça dans nos templates, il faut l'importer d'abord. Donc le ngModel, c'est une directive qui provient de formes modules. Donc qui provient des formes modules que nous fournit Angular. Donc form module. Donc si je fais ça, l'erreur disparaît. Et la deuxième chose que nous avons appris la dernière fois, c'est la réalisation de l'interpolation.
Donc ici, je vais juste mettre une div ici. Et nous allons essayer d'afficher la valeur en temps réel. Donc pour pouvoir faire ça, il faut mettre en place une interpolation ici et dire que je vais afficher la valeur de mon name ici. Donc ça veut dire que ce name pointe sur la variable que j'ai au niveau de mon modèle. Donc je peux dire ici comme ça, juste pour la forme, je fais name comme ça. Donc si on retourne sur notre page, lorsque je saisis les valeurs, on voit que la valeur se reflète dans mon modèle, d'où l'affichage de la valeur ici. Donc si je l'efface, c'est pareil. Donc ça, c'est très simple à faire. Ça passe par l'utilisation du ND model. Maintenant, nous allons voir comment faire la même chose en utilisant les reactive forms et nous allons nous focaliser dessus pour la suite de la session. Donc, pour pouvoir créer un reactive form, donc déjà, il faut que je fasse la même chose. Donc là, nous avons déjà créé notre template ici. Donc, il faut maintenant mettre en place la partie modèle. Donc, pour pouvoir le faire, on va faire un new ici et faire un form control, vu que nous voulons manipuler un seul champ. Donc, on va faire form control comme ça et lui passer une valeur par défaut si nous voulons. Donc, c'est cette valeur qui sera la valeur par défaut du champ. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il faut faire le binding entre le modèle et cette partie. Donc, pour pouvoir faire ça, au lieu d'utiliser ici, déjà au niveau du nom, on va changer le nom parce que ce n'est plus un name, mais c'est un form control que nous sommes en train de créer. Donc, je peux nommer ça de cette façon, juste pour dire que c'est un name control. Ou je peux maintenant nommer ça comme ça, name input, par exemple. Donc, à vous de choisir ce qui vous va le nom. Je vais nommer ça de cette façon, name control, pour faire la différence avec une vraie valeur. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons réaliser le binding. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais réaliser le binding. Je mets ici form control comme ça. Et je lui passe une valeur qui va représenter le form control que je viens de créer. Encore une fois, vu que j'utilise une directive qui n'est pas connue dans mon template, il faut l'importer ici. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau des form control, ça provient des reactive forms. Donc ici, je vais importer reactive form module ici. Donc, du coup, le form module, nous n'avons plus besoin de cela, je peux l'enlever. Donc, en procédant ainsi, je viens de créer d'abord mon template, je viens de mettre en place mon modèle, j'ai réalisé le binding à travers le form control. Maintenant, il va falloir afficher la valeur. Les form control nous fournissent un certain nombre d'utilitaires pour pouvoir manipuler les éléments de formulaire. Donc, la première chose à savoir ici, pour pouvoir récupérer la valeur d'un champ, donc il y a une propriété value qui existe sur le form control. Donc, vu que ici, pour pouvoir afficher la valeur, nous sommes dans une phase d'interpolation. Donc, on va faire le nom du champ en question, qui est name control comme ça. On va faire point value comme ça, de cette façon. Donc, en procédant ainsi, on dit en Angular, nous voulons récupérer la valeur de ce form control. Donc, si on regarde ici et qu'on revient à faire notre test qu'on faisait tout à l'heure, on voit de nouveau que tout marche encore. Donc là, on vient de mettre en place un form control qui pointe sur une valeur donnée. Là, nous venons de finir avec cette partie. Nous avons vu comment accéder aux valeurs. Nous allons voir comment modifier la valeur. Donc, quand je parle de modification de valeur ici, c'est la modification de façon programmatique. Donc, ça veut dire en utilisant une méthode au lieu de le faire directement depuis l'interface comme ça. Donc, supposons que nous voulons changer cette valeur et lui donner, par exemple, une valeur quelconque. Supposons que je veux ici changer la valeur du champ après sa création. Donc déjà, ici, j'avais dit que ceci représente la valeur par défaut. Donc si je mets ceci, vous allez voir que ça se reflète automatiquement dans le champ.
Et ça, c'est la valeur par défaut que nous donnons dans ce cas. Et ce que nous voulons faire, c'est de modifier cette valeur et lui donner une valeur de façon programmatique. Donc, pour pouvoir faire ça, on utilise la méthode qui est disponible sur le form control, qui est le set value. Donc, on a une propriété comme ça, set value. Ici, je peux pas, il me donne pas la main pour pouvoir faire la modification parce qu'il faut que je passe, par exemple, par un constructeur ou un truc comme ça. Je fais ceci et je vais faire ce travail dans le constructeur. OK, donc j'ai mon set value. Si je donne la valeur maintenant, je vais mettre maman par exemple. Donc ici, vu que la valeur est initialisée à cette valeur et que plus tard la valeur passe à maman programmatiquement, donc du coup ça veut dire que la dernière valeur, on s'attend à ce que ceci soit la dernière valeur. Donc on a le maman qui est là. Donc nous venons de voir comment modifier les valeurs. Nous allons maintenant voir comment réagir au changement de valeur. Donc réagir au changement de valeur, ça veut dire que supposons que lorsque l'utilisateur tape ceci, moi je vais effectuer derrière une recherche par exemple. Donc il faut que je récupère la valeur en temps réel. Et c'est là qu'intervient la programmation réactive, chose que nous avons vue la dernière fois avec RIVS. Donc pour pouvoir réaliser cela, au niveau des formes contrôle, nous avons accès à une propriété qui s'appelle value change. Donc, si je prends mon name control comme ça, j'ai accès à une propriété qui est value change de cette façon, qui est un observable. Donc, ça veut dire que je peux faire un subscribe dessus, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, je peux faire un subscribe dessus et traiter la valeur comme je veux. Une chose importante, ce que nous avons vu la dernière fois, à chaque fois que je souscris sur, je veux faire une souscription, il faut s'assurer de toujours faire un unsubscribe. Et nous avons vu la dernière fois qu'Angular nous fournit maintenant, depuis la version 16, un utilitaire qui nous permet de faire la désouscription automatiquement lorsque le composant est détruit. Nous avons vu la dernière fois qu'il s'agit du take until destroy. Donc on va juste l'appeler ici et l'utiliser. Donc ici, le take until destroy, la différence, c'est juste que c'est un service. Donc il faut l'injecter. Donc on va faire ici deux secondes. En fait, lorsque nous n'avons pas besoin d'utiliser le take-until destroy en dehors du contexte de création du composant, donc ici, on n'a pas besoin d'injecter. Ce que je voulais dire, en fait, c'est pas le take-until destroy, mais c'est la référence il y a une référence, le destroy ref, qui est une référence qu'on peut injecter lorsque vous voulez utiliser cette méthode en dehors du contexte de création du composant, c'est-à-dire le constructeur ou le fait de placer l'élément ici. Donc, dans notre cas, c'est pas on n'a pas ce besoin, donc pas besoin d'injecter quoi que ce soit. Donc là, en faisant ceci, on vient de souscrire au changement. Donc, il faut ici définir un callback qui sera appelé à chaque fois qu'il y a des changements de valeur. Donc, nous avons vu la dernière fois qu'on peut passer par le next, comme ça, pour le faire. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura une modification de valeur ici, il y a ce callback qui sera appelé. Donc, on peut supposer ici que ça va représenter notre name. Donc, ça va représenter un value qui sera le nom de l'utilisateur. Ce que nous allons faire ici, nous allons juste afficher ceci dans la console. Donc, si on retourne là, et que je tape les valeurs, donc on voit que dans ma console, j'ai les valeurs qui sont affichées en temps réel ici. Donc, ça veut dire qu'avec ça, je peux effectuer des traitements en temps réel. Supposons par exemple que je veux fouiller dans une base de données et tout. Donc, je peux faire cela. Si je veux faire
une recherche en temps réel et tout, je peux faire tout ça. Et qu'est-ce qui fait la force de la programmation réactive combinée? Déjà, pourquoi les formulaires réactifs sont la force d'Angular? Et pourquoi la programmation réactive est très puissante? C'est que vu que les données ici nous arrivent en tant que flux, ça veut dire qu'on peut utiliser des opérateurs ici pour réaliser des modifications de la valeur avant de l'utiliser. Supposons par exemple que je ne veuille pas considérer les valeurs de l'utilisateur tant que je ne veux pas faire de recherche vers un serveur, par exemple, tant que la taille ici du nombre de caractères ne dépasse pas 5, par exemple. Donc, je peux juste mettre ici facilement un filtre. Donc, je peux dire ici, nous avons vu la dernière fois, je peux mettre ici un filtre. Donc, je peux mettre un filtre comme ça, le récupérer depuis RIJS et dire que je veux filtrer la valeur. Donc, chaque fois que la valeur que je reçois ici, tant que la valeur, sa taille, donc si je fais value, on lève parce qu'il sera une chaîne de caractères. Donc, je veux dire que je récupère la valeur et je veux que la valeur soit considérée seulement lorsque sa taille est supérieure, par exemple, à 5. Donc, je peux faire ceci. Il me dit quoi là? J'ai bien passé une fonction ici. Pourquoi il me crie dessus? Si je fais ça. Et il me dit que je devais retourner en booléen, c'est à cause de ça. Donc, j'ai juste converti la valeur en un booléen, la sortie en un booléen. Donc, je dis, filtre-moi les valeurs et envoie-moi une valeur en sortie ici, seulement dans mon flux, seulement lorsque la taille est supérieure à 5. Donc, si je refais ceci et que je tape les valeurs, je n'ai rien jusqu'à ce que la valeur soit égale à 5. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres exemples plus intéressants que ça qu'on utilise souvent. C'est le cas du debounce, c'est que vous avez un serveur avec lequel vous communiquez. Donc, faire ceci sur un vrai serveur, vous allez fatiguer votre serveur pour rien. Si je me mets à faire ça, ça veut dire que vous allez faire des milliers de requêtes et vous fatiguez votre serveur pour rien. Supposons que nous voulons réaliser un debounce. Donc, le debounce, c'est que je veux envoyer la donnée que lorsqu'il y a un délai d'un certain temps entre les saisies que je fais. Parce que lorsque je fais ceci, potentiellement, je n'ai pas encore fini de taper la valeur. C'est lorsque je vais attendre un certain moment que la donnée soit envoyée au serveur. Donc ça, je peux le faire facilement en utilisant la programmation réactive encore une fois. Et c'est pourquoi je disais que la programmation réactive, si vous le maîtrisez, ça vous donne de la force pour faire beaucoup de choses. Donc je vais utiliser un debounce time ici et dire par exemple que je veux envoyer les données lorsqu'il y a un délai de par exemple 300 millisecondes entre le temps où l'utilisateur fait la saisie. Donc ça veut dire ici que je ne vais pas fatiguer mon serveur comme je le faisais avant, mais regardez ce qui va se passer. Si je fais ça, je n'ai rien. Mais lorsque j'ai un petit temps d'attente, donc c'est là que les données sont envoyées. Donc je peux augmenter ce temps et ça me permet vachement d'améliorer la performance de mon application. Donc je n'envoie pas des données. Donc il y a un petit délai, c'est là que la donnée est envoyée. Donc ça, c'est une technique qui est par exemple utilisée lorsque vous faites des recherches sur Google pour éviter de fatiguer votre serveur. 2 secondes. Ok, il y a quelqu'un qui veut rejoindre le chat. 2 secondes. Ok, donc là, c'est bon. Donc du coup, ça, c'est juste une parenthèse que j'ai ouvert rapidement, juste pour montrer que vous pouvez faire des choses comme ça en utilisant la programmation réactive. Et ça, c'est ce qui fait la force en même temps des formulaires réactifs, vu que la sortie ici est un flux et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Donc, c'était une petite parenthèse.
Nous avons vu comment réagir au changement de valeur. Donc ça, on le fait à travers le value chain ici. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici avant de considérer la valeur. Vous pouvez dire que vous convertissez ça en majuscule avant de faire l'appel à votre serveur, etc. Donc, vous traitez la valeur comme vous le souhaitez ici. Donc, on vient de finir avec ça. Comment désactiver et activer un champ. Donc, ça aussi, c'est simple. Déjà, ici, je peux enlever cette valeur par défaut que j'ai mis. Donc, pour pouvoir désactiver un champ de formulaire, il y a Angular qui nous fournit sur les formes contrôle une méthode qui est disable comme ça. Donc, je peux faire ceci. Donc, si je fais ça, on verra que mon formulaire sera désactivé. Donc, on voit là que je ne peux pas interagir avec. Donc, si je veux l'activer, c'est le contraire. Donc, je fais enable ici. Donc, ça, c'est simple. Ça, c'est bon. Récupération de valeur d'un champ désactivé. OK. Supposons que j'ai ce champ qui est désactivé, mais qui a une certaine valeur, qui est membre. Lorsque je vais essayer ici d'afficher la valeur, je vais juste faire ça ici. Lorsque plus tard, je vais essayer de faire ceci, 10.form.value, comme ça, juste pour montrer que c'est cette valeur, je vais faire un console log ici et afficher la valeur. Donc ici, je vais juste mettre quelque chose pour qu'on sache que c'est cette valeur en question. Donc je vais mettre ici val comme ça. Donc lorsque je vais dans ma console, j'ai mon mot qui est ici. Mais lorsque vous prenez un formulaire et que vous voulez faire la même chose dessus, vous allez voir que les champs, attends, déjà, est-ce que le champ est désactivé? Ouais, c'est désactivé. Vous allez voir que lorsque vous faites ceci à partir d'un formulaire où il y a plusieurs valeurs, vous verrez que vous n'arriverez pas à récupérer la valeur. Je ne sais pas s'ils ont changé les API dans les nouvelles versions ou pas, mais lorsque vous essayez de récupérer la valeur au niveau d'un groupe de formulaires, vous allez voir que les champs désactivés n'apparaissent pas lorsque vous faites le point value. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez essayer d'envoyer cette valeur à un serveur, vous allez voir qu'il y a le champ, les champs. Ce champ, si c'est un champ name, par exemple, ou un champ qui porte le nom ou l'attribut firstName, donc du coup, vous allez remarquer que dans le modèle qui sera envoyé à la fin, il n'y aura pas le champ désactivé dedans. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, pour pouvoir récupérer la valeur dans ce cas, donc il y a une propriété qui est comme ça, raw value, raw get, raw value, c'est ça. Donc, qui vous permet de récupérer la valeur d'un champ désactivé. Donc, on voit ici, dans la documentation, il me dit for simple, ok. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas moi-même avant, donc je viens de le découvrir. Donc, ils disent ici que pour les formulaires, les formes contrôle, que c'est l'équivalent de value. Mais lorsqu'on va appeler la même chose pour un form group, donc vous allez voir que ça n'a pas la même valeur, mais ça ne va pas vous retourner les champs qui sont désactivés. Donc ça, c'est la différence entre les deux, au cas où vous voulez récupérer une valeur d'un champ de formulaire désactivé. Et je vous assure que ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver dans la pratique et vous allez perdre du temps à vouloir déboguer, à faire quoi que ce soit. Donc du coup, c'est un garde fou que je partage avec vous. Lorsque vous avez un formulaire dont les champs est désactivé et que vous essayez d'envoyer les données vers le serveur, il se peut que vous n'ayez pas les valeurs dans votre champ. Donc, pensez à vérifier si le champ n'est pas désactivé ou pas. Donc, encore une fois, dans le cas d'un form control, comme nous venons de le découvrir ensemble, ça veut dire que ça a la même signification que point value. Et dans le cas d'un form group, ça n'a pas la même signification. Donc, ça, c'est un plus que moi aussi, je viens d'apprendre. Du coup, là, c'est bon. Récupération d'un champ désactivé, on vient de voir cela. Validation, ok. Donc, supposons par exemple que ce champ, c'est le champ représentant le nom d'une personne.
et que nous souhaitons mettre ici en place de validateurs. Alors, ce qu'il faut savoir ici, au niveau de la définition des validateurs, cela représente la deuxième valeur que vous passez ici. Ça représente la deuxième valeur que vous passez là. Donc, il y a différentes façons d'utiliser. Non, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas au niveau du constructeur, excusez-moi, je parle d'ici en fait. Donc, lorsque je suis au niveau du un form control, donc la deuxième valeur que je passe représente le validateur. Donc, il y a là une autre possibilité, une autre façon de le faire, c'est de passer des options comme ça et de dire que mon value correspond à quelque chose et que mes validateurs, donc j'aurai validators ou un truc comme ça ici, validators qui correspond également à quelque chose. Pourquoi il ne me donne pas la main? OK. Donc, retenez qu'il y a deux façons de faire. Soit vous faites ceci, soit vous passez par un objet. Donc, personnellement, la méthode que j'utilise souvent, c'est celle-là, à savoir passer le validateur en deuxième position. Donc, l'autre méthode, vous pouvez l'utiliser lorsque vous voulez, par exemple, désactiver le champ de formulaire parce que c'est des options qui acceptent, par exemple, si le champ peut être désactivé. Il vous fournit plein d'options que vous pouvez manipuler en utilisant la deuxième façon qui consiste à passer un objet. OK, donc si nous revenons à la première façon de faire, donc la première valeur représente la valeur par défaut, la deuxième valeur représente les validateurs. Donc côté validateur, vous pouvez soit préciser un validateur comme ça. Donc autre chose à savoir ici au niveau des validateurs, vous pouvez créer vous-même vos propres validateurs ou utiliser les validateurs fournis par Angular. Donc pour accéder aux validateurs fournis par Angular, vous utilisez validators comme ça. Point. Donc, il s'agit ici d'une classe statique qui vous donne accès à un certain nombre de validateurs. Donc, vous allez voir ici que j'ai, par exemple, email, j'ai masslength, min. Donc, vous avez plein de validateurs, pattern, require, un peu de tout ça que vous pouvez utiliser. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez un besoin de vérifier si les validateurs que vous voulez recréer n'existent pas déjà. Donc, dans ce cas, nous pouvons faire simple. On va dire dans un premier temps que nous voulons juste que notre champ soit requis. Donc en faisant ceci, Angular est assez intelligent pour savoir que nous voulons mettre ce champ à require. Autre chose importante à savoir, notion très importante, c'est de ne pas associer le HTML comme ça. Lorsque vous utilisez les formulaires réactifs, évitez de faire des choses comme ça. Disable, require, de mettre des attributs comme ça. Pourquoi? Parce que vous faites tout ça de façon programmatique, c'est-à-dire depuis un élément qui est le form control ici. Donc, évitez de mettre des choses, des attributs HTML classiques. Donc, laissez ça tel quel et manipuler tout cela de façon réactive ou de façon programmatique en vous basant sur le form control qui est bandé sur le champ. Donc, ça aussi, c'est de l'expérience que je partage avec vous. Ça vous évitera beaucoup de problèmes. Donc là, nous avons créé un champ qui est requis. Mais si on vient sur l'interface ici, rien ne nous permet de savoir que le champ est requis ou pas. Je vais juste désactiver ça pour le moment, ramener ça à la normale. Donc, il n'y a rien qui nous indique ici que ce champ est obligatoire ou pas. L'utilisateur ne saura pas. Donc, ramenons maintenant, passons maintenant à une autre, on va ajouter un peu de complexité ici. Donc, supposons maintenant qu'en plus de ce champ input, que nous avons un bouton ici qui nous permet, par exemple, de faire une recherche. Donc, que nous voulons pour le moment que ce soit manuel, on clique dessus, comme ça. Donc, dans la pratique, ce qu'on doit faire, c'est de désactiver ce bouton lorsque la valeur n'est pas... L'utilisateur ne renseigne pas de valeur ici. Donc, pour pouvoir faire cela, il va nous falloir mettre un contrôle ici pour pouvoir désactiver ce bouton. Donc, il nous faut quelque chose comme ça.
Par exemple, disable, comme ça, égal, on va tester un truc. La dernière fois, on avait eu un problème par rapport à ça, je n'ai pas compris. Il me dit quoi? Set attributes, ok, je pense que j'ai mis un truc en trop ici, ok. Je vais juste vérifier un truc d'abord. Là, il continue de marcher parce qu'on avait eu ce problème la dernière fois. Disable égale à false, ok. Si je mets attributes point disable égale à false, qu'est-ce que ça me donne? Ok, là c'est bon. Lorsque je mets tout, c'est pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et s'assurer que tout marche avant de commencer à bidouiller. Donc là, il dit c'est désactivé. OK. Si je le mets la valeur nulle, parce que c'était ça le problème la dernière fois, je pense. Parce qu'il faut explicitement lui mettre une valeur nulle pour que ça ne soit pas pris en compte. OK. Donc, ce que nous allons faire ici, on va se dire ici que nous voulons désactiver ce champ lorsque le formulaire n'est pas valide. Donc, pour pouvoir faire cela, il suffit de récupérer le champ en question. Donc, il y a une propriété comme ça. Point valide comme ça, qui est disponible sur le contrôle pour dire à chaque fois si le champ est valide ou pas. Donc, ici, on veut désactiver si le champ est valide. Donc, il y a également son équivalent comme ça, un valide, on peut mettre. Donc, on va tester cela pour voir ce que ça donne déjà. Là, on voit que c'est désactivé. On met une valeur, c'est toujours désactivé. Donc là, je pense que le problème vient de ce que je viens de dire. Ce que nous allons faire ici, on va dire que lorsque c'est invalide, retourne la valeur, une certaine valeur, quelle valeur nous allons mettre. Donc l'idée, c'est d'appliquer disable lorsque c'est, on veut appliquer disable, on veut désactiver cela lorsque c'est invalide. Donc là, on va mettre, par exemple, disable, on va voir ce que ça donne, ou mettre juste true. Sinon, on met false. On va voir ce que ça donne, si ça marche, ça ou pas. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'étonne personnellement, parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Je sais pas s'il y a eu des changements par rapport à cela ou pas, mais là, ça marche. Mais la conclusion, c'est que au niveau du disable, personnellement, dans les façons que j'avais l'habitude de l'utiliser, c'est que je fais disable comme ça, directement, et je lui passe la valeur. Et généralement, je fais directement ceci. Généralement, je fais juste ceci. Donc, on va voir si ça marche. Mais bizarrement, ça marche cette fois-ci. Peut-être qu'il y a de la magie, je comprends pas. Ça, c'est un peu bizarre pour moi parce que ça, on l'avait fait la dernière fois. Ça n'avait pas marché. Et tout à l'heure, c'est le test que j'ai même fait ici en mettant les trous directement ici. Mais vous avez vu clairement avec moi que ça n'a pas marché. Mais là, c'est le code que personnellement j'ai l'habitude d'écrire. Je mets disable directement et je lui passe la valeur si c'est valide ou pas. Et là, on voit que, bizarrement, ça marche. Donc là, lorsque je ne mets rien, le champ est invalide. Donc, on voit que le bouton est désactivé. Lorsque j'enseigne les valeurs, il devient actif. Lorsque j'enlève la valeur, ça devient inactif. La question à se poser, ou ce qui peut vous arriver, c'est que il se peut que vous ayez d'autres validateurs à appliquer ici. Donc, si vous avez plusieurs validateurs à mettre, donc il suffit de mettre les différents validateurs dans un tableau. Donc ici, il suffit maintenant de faire ceci. Donc, supposons que nous voulons dire que la taille minimum, que c'est, par exemple, 5. Donc, si je fais ceci, ça veut dire que je dis en Angular que je crée cet élément de formulaire, que ça a une valeur par défaut et que je veux appliquer ces deux validateurs. Le premier validateur, c'est le require.
C'est-à-dire que je veux que le champ soit requis, mais en plus de cela, je veux que l'utilisateur tape minimum 5 caractères. Donc ici, on doit s'attendre, vu que nous avons mis le invalide ici, on doit s'attendre à ce que si la valeur n'est pas, le champ n'est pas valide, donc le bouton de recherche ne doit pas être actif. Donc on va voir si c'est bon ou pas. Donc je teste, je fais 1, 2, 3, 4, 5, et là on voit que ça passe le bouton devient actif. Mais lorsque j'enlève une valeur, donc le bouton est désactivé. Maintenant, une deuxième chose qui peut nous arriver, donc là, on vient de boucler la partie validateur, réagir au changement de validation. Avant d'aller à cela, il y a une chose que j'ai manqué de mettre ici, c'est l'affichage des erreurs. Donc, supposons que lorsque nous avons ce problème, que nous souhaitons afficher un message d'erreur à l'utilisateur. Donc, on va ajouter un peu de message d'erreur ici. Donc, on va juste créer une div, on va dire que c'est erreur. Et que tout ce que lui va contenir, c'est des messages d'erreur. Bon, supposons que nous fassions ceci. On va dire, dans un premier temps, le champ est requis. Le champ est requis. Et dans un second temps, on va dire ici que le champ, alors on va pas trop faire ceci, on va dire minimum, on va être très simple à minimum 5 caractères. Donc si je fais ceci et que je donne un peu de classe ici, si je donne une classe rouge ici, ça doit être bon, ou soit j'applique directement le style si je veux pas trop aller à l'extérieur, c'est juste pour la présentation. Dans une application, j'aurais pas mis du inline style comme ça, j'aurais mis ça dans un fichier CSS séparé, quoi. Et là, je le fais juste pour la présentation. Donc, nous avons ça. Mais ça, c'est pas ce que nous souhaitons faire. Nous souhaitons afficher le message seulement lorsqu'il y a l'erreur, le faire disparaître lorsqu'il n'y a pas d'erreur. Donc, la question à se poser, on pourrait se baser directement sur le valide ou le invalide. Mais le problème, vu que nous avons deux validateurs, ça risque de ne pas nous aider. Il nous faut des vérifications différentes pour que ce soit pour le require, que ce soit pour le length. Donc, pour pouvoir faire cela, la première chose, nous allons nous dire que nous voulons afficher. Donc, nous avons vu la dernière fois l'utilisation de ngIf, donc on va l'appliquer ici. Nous avons vu la dernière fois que le ngIf vous permet de cacher ou d'afficher des éléments. Donc, on va dire que nous voulons afficher ces messages d'erreur dans un premier temps lorsque ceci est invalide. Donc, ça, c'est le plus simple qu'on peut faire avec les connaissances que nous avons actuellement. Donc, si je fais ceci, je n'ai rien. Je tape, je n'ai rien. Est-ce que c'est bon ça? Non, c'est pas bon. Et là, j'ai même le message d'erreur. Pourquoi c'est pas bon? Il me dit clairement qu'il ne connaît pas ngIf. Donc, ce qui nous manquait ici, c'est juste d'importer le ngIf ici. Donc, on va faire ici ngIf. Donc, on reprend. On voit qu'il y a le message d'erreur. Je tape les valeurs, ça disparaît. Mais c'est pas ce que nous voulons faire parce que nous voulons, dans le cas où la personne renseigne la valeur, de faire disparaître ce message. Donc, pour pouvoir faire cela, Angular nous permet de récupérer de façon unitaire les erreurs. Donc, dans ce cas, nous allons replacer encore un ngIf ici et dire que je replace mon ngIf ici. OK, donc je vais dire ici que je veux afficher cette valeur seulement lorsque ce champ a une erreur de type require. Donc, pour pouvoir faire ça, Angular nous offre une méthode comme ça, hasError, où vous pouvez lui passer une clé correspondant à la clé définie dans le validateur. Donc, ça, il faut juste connaître la bonne clé pour l'utiliser. Donc, dans notre cas, vu que nous faisons ce que Angular fait, c'est que si vous avez require comme ça, il suffit d'utiliser la même clé ici. Donc, on va tester cela pour voir ce que ça donne. Donc, lorsque je tape la valeur, on voit que cette partie disparaît. Donc, on va faire la même chose pour
le minimum length. Mais ici, ça, c'est par expérience que je le sais, c'est qu'au niveau des validateurs qui sont écrits comme ça, la clé correspondante est écrite tout en minuscule. Donc ici, si je fais ceci, si je veux appliquer la même chose ici, je dois faire ceci, mais je dois remplacer le min length comme ça par min length mais en minuscule, comme ça. Donc je fais ceci. Donc si on revient là, lorsque je viens sur la page la première fois, Angular est assez intelligent pour savoir que je ne peux pas avoir les deux choses en même temps. Donc il désactive le second validateur tant que le champ est requis. Donc lorsque je vais commencer par enseigner la valeur maintenant, c'est là que ceci va entrer en compte. Donc si je fais 2, 3, 4, 5, donc là, on voit que le message d'erreur a disparu. Donc c'est de cette façon que vous pouvez vérifier s'il y a des erreurs et les afficher ou pas. Donc ça veut dire que même ici, le invalide, on aurait pu le remplacer par has error simplement. Mais je pense que on pourrait le faire comme ça. On aurait pu le faire comme ça aussi. Il y a une clé error comme ça que vous pouvez également vérifier. Donc vous pouvez faire ceci, dire que si le tableau d'erreur contient quelque chose, ou je pense que c'est simplement ceci, on va revérifier. Donc là, il y a erreur, il n'y a pas d'erreur. Donc il y a cette possibilité aussi, c'est que le error est seulement présent lorsque il y a une erreur sur le champ. Tout ça, c'est bien, vous allez vous dire comment se fait-il que moi je connais ces propriétés et tout. Donc il n'y a pas de magie. Si vous doutez ou vous ne savez pas quelle propriété est présente sur l'élément ou pas, donc il n'y a rien de magique, hein. C'est des objets. Vous pouvez juste afficher l'objet, voir à quoi cela ressemble. Donc on aurait pu faire simplement ceci. Au lieu d'afficher à chaque fois le value ici, on aurait pu afficher directement le contrôle et voir ce que ça contient. Donc, on va faire this, name, contrôle comme ça. Et voir à chaque fois à quoi, quelles sont les propriétés qui sont présentes dessus et il faut voir ce que nous voulons faire dessus. Donc, ici, je peux faire ceci. Donc, si je fais ça maintenant, vous voyez que j'ai toutes ces propriétés qui sont présentes. Donc, il faut explorer ça. Lorsque vous êtes dans le doute ou que vous ne savez pas certaines propriétés qui sont présentes sur l'élément, donc vous pouvez faire ceci pour explorer les propriétés qui existent. Donc, on voit ici, par exemple, que nous avons le error. Et si j'analyse ça, vous voyez que tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'il y a le min length qui est utilisé au niveau des erreurs. Donc, le has error, c'est juste qu'il vérifie dans ce tableau, ou plutôt dans cet objet, s'il y a la présence du min length. Donc, lorsque je vais faire ceci, et qu'on va revérifier la valeur, on voit que j'ai le error, et le error que j'ai, c'est le require. Donc, ainsi de suite. Donc, en fonction des erreurs que vous avez, il se peut que le contenu ou l'objet associé à l'erreur soit différent. Donc, si je fais ceci et que je vérifie la partie error, donc on voit que le min length, lui, il affiche le actuel, qui est la valeur, la taille actuelle et la taille attendue. Donc, vous avez un statut qui est invalide, qui change de valeur également lorsque le statut est bon. Donc, vous pouvez explorer tout ceci également pour voir si en fonction du besoin que vous avez. Donc, n'hésitez pas à faire cela. Et une dernière chose aussi, c'est que au niveau d'Angular, lorsque j'ai un champ, par défaut, je peux dire que ça, c'est pas bon, côté user experience, d'afficher un message en rouge directement à l'utilisateur comme ça. C'est pas bon de lui afficher dès qu'il arrive sur la page, de lui dire maintenant en même temps que c'est pas bon. Donc, ce qui se fait, c'est que l'utilisateur, il faut au moins qu'il rentre dans le champ et qu'il ressort, par exemple, c'est là qu'on va lui afficher la valeur. Donc, pour pouvoir faire cela, il y a une propriété ici qui est touch, qui va prendre les valeurs false ou true. Donc, ici, si on regarde ici, on doit avoir une propriété touch quelque part, touched, T-O-P-Q-R-S-T, je vois pas ça ici. OK, il est là. Donc, on voit touch qui est à true. Donc, on peut se dire qu'on veut afficher l'erreur seulement lorsque l'utilisateur touche le champ, c'est-à-dire qu'il rentre et il sort. Donc, pour pouvoir faire ça, on aurait pu écrire seulement ici, protéger notre champ
et dire ici qu'on veut prendre en compte tout cela lorsque le champ en question est touch comme ça. Donc, on va tester ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, on vient ici, on n'a rien sur la page, l'utilisateur touche le champ, il sort, il a le problème. Donc, il y a un deuxième attribut également qui est DETI. DETI, ça veut dire qu'il a au moins saisi une valeur comme ça avant que vous ne déclenchez l'affichage. Donc, on va voir ce que ça donne également. Donc, si je change de touch ici en DETI, comme ça, et que je reviens là, on va voir que le comportement va changer. Là, je suis entré dans le champ, je suis sorti, j'ai rien. Il n'y a rien, mais c'est lorsque je vais toucher le champ que l'erreur va s'afficher. Donc, c'est des choses qu'on utilise pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Nous avons vu les validateurs. Donc, nous allons voir comment réagir au changement de validation. Donc, le principe, il est simple, c'est que lorsque nous voulons réagir à des changements de valeur, on utilise value change. Et lorsque nous voulons réagir à des changements d'état, c'est-à-dire de validateur et tout ça, on utilise status change. Donc ici, je peux ajouter juste une deuxième ligne comme ça ici. J'ai plus besoin du debunk, tout ça ici. Je peux l'enlever. Mais je vais juste changer le value change ici par status change comme ça. Donc le statut, lorsque je fais status change, ça veut dire qu'à chaque fois, ça va me donner le nouveau statut. Donc ça veut dire que la valeur ici sera à chaque fois le nouveau statut. Donc ça va être status ici. Donc on va l'afficher ici et voir ce que ça donne dans la console. Je fais ceci. Donc j'ai fait ça juste pour le débogage, pour que ça nous affiche status 2 points la valeur. Donc si on regarde ici, et que je modifie la valeur, donc on voit qu'il me dit que c'est valide jusqu'à ce qu'à un moment ça devienne valide. Donc le statut, soit c'est valide, soit c'est invalide. Donc c'est des choses que vous pouvez utiliser. Et je dis encore une fois, c'est tout ça qui fait la force de Angular, parce que vous voyez qu'on a des choses auxquelles on a accès de façon réactive et vous pouvez manipuler ça comme vous voulez pour pouvoir faire des bonnes choses. Donc la limite, c'est votre imagination. Et deuxième chose, nous avons vu tout cela. Donc avec tout ce que nous avons vu, vous avez maintenant toutes les connaissances pour pouvoir manipuler facilement un formulaire comme vous le souhaitez. Maintenant, ce que nous allons voir par la suite, c'est des compléments. Donc, nous avons vu tout à l'heure que un champ de formulaire est manipulé en utilisant un form control. Donc, lorsque vous avez plus de 2 champs, il faut créer un form group, les ajouter, ajouter les form control au form group pour pouvoir les manipuler en une seule fois, au lieu d'avoir faire tout ceci un à un. Donc, nous allons voir comment réaliser cela. Ici, le code que nous avons, je vais garder tous ces codes juste pour que vous puissiez l'utiliser pour vos tests ou à titre de référence, comme on a l'habitude de le faire. Donc là, je vais recréer un autre formulaire. Donc, je laisse tout ça ici. Nous allons créer un autre formulaire. Ça, ce que je vais faire, je vais créer un test form group comme ça pour tester les form group. Donc, tout ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, on va juste changer la configuration de routine ici. Donc, au lieu d'utiliser ce composant, donc on va utiliser un autre composant. Oui, ici, je peux mettre, par exemple, form control, comme ça. À vous de vous rappeler et de tomber sur la bonne route. Quoi. Donc ici, je vais nommer ça form group comme ça. Et là, je vais mettre la test form group ici. OK, donc ça veut dire que si je viens là maintenant et que je tape slash form group slash form group comme ça, je dois tomber sur le nouveau composant. OK, ça c'est le
test form que j'ai utilisé. OK, donc ici, je vais utiliser test form group. OK, donc je tombe sur le nouveau, la nouvelle page. Donc tout à l'heure, nous avons vu comment créer un formulaire, un champ de formulaire. Donc là, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, nous allons créer un vrai formulaire qui est constitué de deux champs. Donc, ce que nous allons faire, comme d'habitude, il faut commencer par créer le, faut commencer par créer la partie HTML. Donc, on crée le formulaire. Euh, je me demande s'il ne faut pas en même temps passer à l'exercice pour voir comment utiliser les formes contrôle au lieu de les formes groupe au lieu de passer encore du temps dessus et de revenir après sur l'exercice qui va nous faire perdre du temps. Donc, ce que je propose de faire, c'est au lieu de montrer l'utilisation des formes groupes de façon isolée, mais qu'on revienne encore dessus, nous allons passer en même temps à notre exercice à fil rouge et utiliser cela pour créer les formes groupes. Donc, l'idée de ce que nous allons faire ici, dans un premier temps, je vais sauvegarder tout ça. Donc, du coup, je me débarrasse ici du form group, vu que nous n'aurons pas à l'utiliser finalement. Donc, je vais le supprimer ici également. Donc, petit rappel, lorsque vous voulez retrouver l'exercice que nous avons fait ensemble avec les formes contrôle, j'ai une erreur ici. Donc, il vous suffit de naviguer lorsque vous récupérez le code sur la route slash forme contrôle comme ça. Et puis, vous allez tomber dessus, comme ça, vous pouvez l'utiliser pour pratiquer, revoir un peu tout ce que nous avons fait. Donc là, je vais retourner sur la route principale. OK. Qu'est-ce que je devais faire? Ouais, là, je vais juste sauvegarder tout ça dans un premier temps. Donc, on va faire un petit commit ici. Nettoie ceci. Vous avez des questions à poser? Généralement, c'est durant le commit qu'on pose des questions. Est-ce que c'est clair ce que j'ai fait jusque-là? Est-ce que c'est clair pour vous? OK. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous avez des questions à poser, vous pouvez activer le micro et la poser pendant que je finis de faire le commit. Okay. Et je vais dire juste test exploration. Et c'est la session 7. OK. OK, donc là, je peux dire que c'est bon pour les formes contrôle. Donc, nous allons voir maintenant comment combiner cela pour avoir un forme group. Donc, pour pouvoir réaliser cela, nous allons passer à notre exercice fil rouge ici. Donc, comme vous le savez, comme pour ceux qui étaient déjà présents, donc l'idée, c'est que sur la branche master, nous avons déjà l'essentiel des éléments qui nous permettent de réaliser ce projet fil rouge. Et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, donc sur la branche master, je crois que ça va recompiler si tout se passe bien. Donc du coup, ici, on doit avoir maintenant la page. OK, donc je vais juste actualiser ça. Je vais annuler et relancer. Et normalement, l'erreur doit disparaître. Il me dit quoi?
Ouais, il y a notre fameuse erreur d'hydratation qui ne nous intéresse pas, c'est pas grave. Ok, donc du coup, je disais tantôt pour un récap rapide, pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, en fait, notre projet fil rouge se résume à ceci. Donc, il s'agit à la fin d'avoir un formulaire, une page plutôt qui permet de faire des recherches pour filtrer cette liste et d'avoir une liste d'éléments qui peuvent être ajoutés en utilisant le formulaire que nous avons ici. Donc, dans les sections précédentes, nous avons réalisé cette partie, nous allons réaliser cette partie. Donc, aujourd'hui, nous allons mettre en place ceci. Donc, le formulaire que nous avons là. Donc, ceci se résume pour éviter de vous faire écrire du code HTML et faire le CSS et tout ça. Donc, nous avons mis en place déjà les choses ici. Donc, ce que nous avons fait durant les sessions précédentes, c'est que nous récupérons juste les parties qui nous intéressent. Donc, nous allons faire pareil ici. Il y a déjà le formulaire qui est là. Donc, je vais juste récupérer cette partie. Je le conserve quelque part pour ne pas le perdre. Donc, je fais juste ça. Je le colle là en attendant. Nous récupérons également la partie CSS. Donc ça, vous le retrouvez dans le style.css. Donc on va chercher la partie forms et récupérer cela. Donc on récupère également tout ça. Donc vous avez tout ça qui vous permet d'éviter d'aller utiliser Bootstrap, Tailwind ou tout ce que vous voulez. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur la partie Angular. Donc là, je vais revenir dans le présent. Je fais un checkout. Je reviens sur ma précédente branche. Ok. Donc l'idée de ce que nous allons faire, si on revient au projet maintenant, ici, je représente. Ok. Donc on dit créer un composant contact form qui représente un formulaire permettant d'ajouter un nouveau contact ou de modifier les informations d'un contact existant. Ensuite, créer deux composants, add contact page et edit contact page. Utiliser les composants contact form sur ces deux pages. Donc l'idée, pour résumer, c'est d'avoir maintenant une page d'édition et une page d'ajout. À l'intérieur de ces deux pages, nous allons utiliser le formulaire que nous avons créé. L'idée, c'est de, en cliquant sur le bouton Edit d'un contact dans la liste, c'est-à-dire en cliquant sur Edit ici, vous serez redirigé sur une page dont l'URL est similaire à ceci, donc la page d'édition. Et le composant Edit Contact Page sera affiché avec le formulaire de contact pré-rempli avec les informations du contact. Sur le bouton du contact sur lequel le bouton Edit a été cliqué. Donc, on dit après validation du formulaire, vous serez redirigé vers la liste des contacts avec la liste mise à jour. Donc, ça veut dire qu'on nous parle là de l'édition. Lorsque je vais faire Edit et que je vais valider, que ça me redirige sur cette page avec les bonnes données. Donc, pareil pour le cas de l'ajout. Et on nous demande également de mettre en place une validation ici, de sorte que le nom et le prénom fassent maximum 30 caractères, que le numéro doit commencer par le signe plus suivi de 15 chiffres. Donc ça, c'est juste pour pouvoir faire un peu de pratique sur les validations. Donc, on dit afficher un message d'erreur et empêcher la soumission du formulaire si celui-ci n'est pas valide. Donc, on va essayer de mettre en place là, dans le temps qui nous reste. Donc, première chose, on revient au code. On va commencer par démarrer notre fameux projet. Deuxième chose, est-ce que nous avons déjà certains composants? De mémoire, nous avons déjà la page qui nous permet de faire l'édition. Jusque actuellement, son contenu est vide. Actualiser, je n'ai rien ici pour le moment. OK, je vais activer. On va réactiver le routing parce que nous l'avons modifié pour faire des tests tout à l'heure. On a le app route ici.
Donc, je vais juste activer ceci, la redirection qui était mise en place avant dans la précédente session, de sorte que si on vient sur la page, on ait quelque chose. Donc, l'idée de ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est que nous souhaitons, lorsque l'utilisateur clique sur Edit, de pouvoir lui afficher ici un formulaire qui va contenir les informations de l'utilisateur sur lequel il a cliqué ici. Donc, pour pouvoir faire cela, nous allons dans un premier temps créer le formulaire pour le rendre réutilisable. Donc, on ne va pas le mettre directement dans notre page ici, mais on va créer le formulaire qu'on va après appeler sur cette page. Donc, pour pouvoir faire cela, je vais d'abord générer le formulaire en question. Donc, je vais faire ng generate. Donc, pour le moment, on ne se focalise pas sur la structure, c'est juste de faire les choses. Après, on va remettre les choses dans la, bien structurer les choses par la suite. Donc là, je fais ng generate, donc je fais components. Donc, on va créer dans un premier temps notre contact form comme ça. Donc, on a créé notre contact form. Donc, il est là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'appeler ce contact form sur notre page d'édition. Donc, notre page d'édition se trouve à /edit/ le nom de l'utilisateur. Pour pouvoir voir cela, soit on parcourt le code pour le trouver, soit on vient directement au niveau de notre configuration de route ici. Donc, on va voir sur quel élément pointe ça. Donc, l'élément sur lequel pointe ça, c'est components. Donc, on peut l'ouvrir directement depuis ici. Donc là, nous avons certains éléments ici. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est que nous devons aller au niveau du HTML de la page d'édition. Donc, on vient là. Et c'est là maintenant que nous allons insérer notre composant pour que le composant s'affiche sur la page. Donc, pour le moment, le composant ne fait rien. Et ce que nous allons faire simple pour le moment, c'est juste d'afficher le formulaire sur cette page. Donc, pour pouvoir faire cela, nous savons qu'il faut juste utiliser le sélecteur correspondant au composant en question. Donc, on prend ceci. On vient au niveau de notre page, c'est-à-dire là où on veut l'afficher. On colle ça. On fait ceci. Donc, on crée une balise qui correspond à l'élément. Et nous avons vu qu'avec Angular, on peut utiliser les balises auto-fermantes depuis la version 16. Donc, on fait ceci, il va nous dire qu'il ne connaît pas ce composant. C'est normal. Donc, on va venir au niveau de la partie contrôleur. Donc, on va dire ici que nous connaissons ce composant. Donc, on va le déclarer dans la partie import, vu qu'il est utilisé dans le template. Donc, dans la partie import, il nous faut importer le composant contact form. Donc, on va chercher contact form ici. Si on fait ça, il doit être content et il ne va plus afficher de message d'erreur. Jusque-là, rien de spécial. Donc, lorsqu'on retourne sur notre page ici, on s'attend à voir ici contact form. Ça s'affiche bien ici. Il suffit de zoomer un peu pour le voir. Donc, il y a contact form qui est là. C'est juste que c'est un peu petit, mais croyez-moi sur parole, il est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va retourner au niveau de notre composant. On va modifier maintenant son template. Donc, je retourne dans la partie HTML, j'efface tout ça. Et là, maintenant, je vais coller le HTML que nous avons récupéré qui correspond au template du formulaire. Donc, je viens juste ici. Je récupère tout ce code qui est là. On le colle là. Je fais save. On voit ce que ça donne. Donc, il y a quelque chose qui s'affiche ici. On vient là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il faut gérer le CSS. Donc, on vient là, dans la partie CSS qui est liée à notre composant. Donc, on va encore une fois copier tout ça. Mais là, je l'avais dit la dernière fois, ça, c'est pas du code CSS valide. Dans les nouvelles versions de CSS, c'est valide lorsqu'on met des esperluettes ici comme ça. Mais écrit comme ça, c'est pas valide. Ça, c'est du SAS valide. Donc, du coup, je vais pas me fatiguer. Je vais récupérer ce code, mais je vais l'utiliser comme SAS ici. Donc, si je fais ça, j'aurai des erreurs parce que le CSS ne connaît pas ces bizarreries, ne connaît pas cette façon de fonctionner. Donc, si je vais là,
le navigateur, peut-être qu'il peut me cliquer dessus, n'a pas cliqué dessus. Mais là, la bonne façon de faire, c'est de changer ceci en du SAS. Pour être sûr que mon CSS s'applique bien. Donc, je change ça à du SAS. Et si je fais ça, ça veut dire que je dois modifier également ici l'extension en du SAS. Et là, si on revient là, normalement, tout est OK. Donc, on a notre formulaire qui s'affiche. Jusque-là, nous n'avons rien fait de spécial. Maintenant, nous allons voir comment mettre en place le binding ici et utiliser les formes. Jusque-là, c'est bon. Vous suivez, tout est OK. Si c'est OK, faites-moi des petits pouces que je sache que c'est bon et je peux continuer. OK. Donc, du coup, c'est bon. Pas de questions pour le moment, j'espère. S'il n'y a pas de questions aussi, faites des pouces que je sache que c'est bon et on peut continuer. OK. Du coup, on peut continuer. Donc là, nous allons maintenant, vu que nous avons maintenant mis en place notre... ce que nous avons cherché à faire, c'est juste d'afficher cet élément ici. Donc, on peut maintenant oublier toute cette page et se focaliser juste sur cet élément et rendre les choses fonctionnelles. Et après, on verra comment passer les données et tout ça. Donc, pour pouvoir faire cela, je vais juste me focaliser sur ça. Donc, je peux me débarrasser de tout ce que je n'utilise pas ici pour ne pas polluer mon environnement. Donc, j'ai juste un seul fichier sur lequel je vais travailler. Donc, ici, ce que nous avons vu, avec ce que nous avons vu, pour pouvoir créer et faire le binding, il nous faut créer des champs de formulaire. Donc, nous avons ici 1, 2, 3 champs. Donc, ça veut dire qu'on aura 3 formes contrôle à créer ici. Et si on revient au niveau de notre modèle, pour voir rapidement, on avait créé un modèle la dernière fois. Si je fais ça, contact, modèle. Donc, notre modèle ressemble un peu à ça. Je vérifie pour être sûr. Ouais, notre modèle ressemble à ça, mais on avait le phone number qui était écrit. On va vérifier rapidement. OK. On avait un modèle qui était importé quelque part. OK, c'est contact. Donc, si on regarde ce modèle, OK. Donc, notre vrai modèle, c'est ça. Donc, on va s'inspirer de ceci pour pouvoir créer notre formulaire. Donc, l'idée, c'est d'éviter de faire des manipulations après ou des transformations avant d'envoyer des données au serveur. Donc, du coup, je peux effacer tout ça. Donc, on revient ici. Donc, l'idée de ce que nous voulons faire, c'est d'avoir un formulaire qui soit doté de ces différents champs. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons dire que chacun de ces champs constitue pour nous un champ de formulaire. Donc, ce que nous allons faire ici, on va juste faire, comme nous l'avons vu tout à l'heure, des new form control à chaque fois. Donc, la valeur par défaut, on va supposer que c'est nul ou qu'il n'y a rien. Donc, je vais juste copier ce code et le dupliquer ici. Vu que tous les champs que nous avons, c'est des chaînes de caractères. Donc, je peux simplement faire ceci. Donc, ça veut dire que nous avons là 4 champs de formulaire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de réaliser le binding pour dire Angular que tel champ correspond à telle valeur, etc. Donc, pareil, on va aller maintenant dans notre partie HTML. Nous avons notre last name ici. Donc, on voit que ici, on a juste des ID, donc il faut faire le lien. Donc, pour pouvoir faire ça, on va faire pareil. Donc, on va se dire que chaque élément ici, on va créer un binding ici. Donc, on va faire ceci, forme, contrôle, comme on l'a fait tout à l'heure, et faire le binding sur chaque champ. Donc, on va répéter ça, ceci plusieurs fois. Donc, ici, je viens au niveau des différents ID. Donc, je vais faire ceci. Il n'y en a que 2. OK, on n'a pas l'ID ici. OK, c'est pas grave. On va voir pourquoi. Par la suite, peut-être qu'on n'a pas besoin de définir l'ID explicitement. OK, donc il faut maintenant faire le lien avec les champs, les valeurs que nous avons définies ici. Donc, je prends le last name, je prends le first name, je prends le last name, je prends le first name, je prends le phone number. Donc, on va récupérer tout ça. On va venir ici, last name, first name,
On colle les valeurs. Jusque-là, c'est bon, mais le form control n'est pas reconnu. Donc, pour pouvoir faire reconnaître ça par notre composant, on vient au niveau de l'import. Donc, on va dire ici qu'on utilise les reactive form module. On fait un save, on revient là, les messages d'erreur ont disparu. Jusque-là, rien de spécial. Pour pouvoir tester que les éléments s'affichent bien, ou que nos champs sont bien blendés, tout ça, on va faire un petit test ici. Juste en bas de notre formulaire, on va mettre une petite div ici, div. OK, on va juste afficher pour le moment la valeur d'un champ. Donc ici, je vais juste... OK, on va faire pour deux champs. Une chose importante ici, je vais revenir dessus, je ne vais pas faire les choses de la mauvaise façon. Ici, perso, j'aurais nommé les champs, encore une fois, contrôle avec des contrôles ici. Mais je l'ai laissé comme ça pour le moment. Vous allez voir pourquoi je l'ai laissé par la suite, quoi. Mais si je devais créer un form contrôle directement, j'aurais dû le faire en utilisant contrôle comme je l'ai fait tout à l'heure. J'aurais mis last name control, first name control, vu que c'est pas des valeurs, mais c'est des champs de formulaire. Mais pour cette partie, vu que je vais refactoriser après en utilisant les formes groupes, je vais le laisser comme ça. Donc ici, on va faire simple, on va juste afficher deux valeurs ici. Donc ici, il va nous falloir faire de l'interpolation. L'idée de ce que je fais, c'est juste de vérifier que nous avons les bonnes valeurs. Donc ici, on va faire value, pareil ici. OK, donc on va faire le test. Je vais remettre un slash ici, juste pour qu'il mette la différence entre les deux valeurs. OK, donc on renseigne ceci. On n'a rien qui s'affiche. On renseigne là, on n'a rien. Ah, OK. Il y a la valeur qui s'affiche, c'est juste que c'est attaché ici. Donc, du coup, pour pouvoir bien l'afficher, on va mettre un H2 ici, juste pour que ça soit un peu gros et visible à tout le monde. Donc, les valeurs que j'ai renseignées, les valeurs s'affichent là. OK. Donc, ça montre au moins que le binding que nous avons mis en place, c'est bon. OK. Donc, ce que nous allons faire en deuxième position, pour profiter rapidement, c'est que nous allons mettre en place les différents validateurs. Donc, la première chose ici, c'est que nous savons que tous ces champs, ils ont des validateurs qui sont requis. Donc, on va mettre tout ça, on va mettre ici validators, comme ça. On va dire que tout ça, c'est required. Donc, ça, c'est le par défaut. Donc, on sait que tout est requis. Maintenant, pour les deux premiers champs, à savoir le last name et le first name, on sait que la taille ou le nombre de caractères doit être un maximum, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc, on va faire validators.massLength comme ça. On va mettre la valeur 30. OK. Au niveau du numéro de téléphone, on nous avait dit que ça commence par un chiffre et que ça fait 15 caractères maximum. Donc là, on a deux façons de le faire. Soit on vérifie le nombre de caractères et on vérifie que ça commence par un plus manuellement, ou soit on passe par les regex. Donc, on va faire ici la méthode avec les regex. On va faire validators.pattern, si je ne me trompe pas. Donc, on va passer ici le pattern que nous voulons. Donc, le pattern, pour dire que 15 caractères, déjà, est-ce qu'on accepte des chiffres seulement? Oui. Donc, du coup, je peux commencer par faire ceci. Donc, je mets 0 à 9. Pour dire que j'accepte des chiffres, on dit que je commence par le plus. Mais vu que le plus est un caractère spécial, donc je vais faire ceci. Je termine et je dis que le plus peut contenir, on peut dire ici, je ne sais pas le plus peut contenir, mais on avait dit que celui de 15 chiffres maximum. Donc, on ne nous dit pas de vérifier si c'est deux chiffres, tout ça. Donc, on fait
15 chiffres maximum. Donc ici, on va dire qu'on accepte, on va se dire, on sait que par exemple, que les pays, généralement, ils ont minimum 10 chiffres. Donc on va dire 10 et 15 comme ça. Et que quand même le plus est inclus. Donc on a écrit notre regex comme ça. On commence par un plus suivi de 10 caractères qui sont des chiffres minimum ou de 15 maximum. Donc là, nous venons de mettre en place nos différents formes contrôle. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire des choses de façon manuelle comme ça peut être un peu fastidieux. Ou déjà, si nous faisons les choses de cette façon, ça veut dire que pour gérer la validation, on doit les gérer de façon unitaire pour chaque champ, comme nous l'avons fait précédemment. Et ça, c'est pas intéressant. Vu que nous travaillons sur un bloc de formulaire, autant réaliser la validation en un seul endroit. Donc, comme si on avait un seul formulaire à valider. Donc, pour pouvoir faire cela, c'est l'intérêt des formes groupes qui vous permet de regrouper plusieurs éléments de contrôle. Donc, pour créer un forme groupe, le principe est pareil. Donc, on fait ceci, new, forme groupe. Forme groupe comme ça. Donc, la différence, c'est que ici, vous devez lui passer, forme groupe, vous devez lui passer les différents éléments de, on dit ici, l'importation, est-ce que c'est bon ou pas? OK. Donc, lorsque je crée un forme groupe, je dois lui passer un paramètre ici. Et ceci va représenter les différents éléments se trouvant dans le forme groupe. Donc, il s'agit d'un objet de clé-valeur. Donc, la clé va représenter le nom du champ, la valeur va correspondre aux formes groupe en question. Donc, tout ce que j'ai fait ici, on peut le déplacer comme ça et le ramener ici. Donc, vu que ici, je sais que je fais les choses, j'aurais dû les écrire manuellement, mais je vais profiter de mon éditeur de test pour aller rapidement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais juste remplacer les égales que j'ai ici. Vu que c'est un objet, ça veut dire qu'au lieu de faire id égale à ça, last name égale à ça, je vais remplacer tous les égales que j'ai ici. Je vais les remplacer par des 2 points, comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dois remplacer tout ce qu'il y a comme point-virgule, comme ça. À la fin, je dois remplacer ça par des virgules pour que ça soit un objet. Donc, je remplace tout ça par des virgules comme ça. Donc, en procédant ainsi, vous voyez que je viens de créer, si on réduit ces parties, donc vous voyez que j'ai créé un forme groupe et que c'est un objet dont les clés sont les attributs de mon formulaire ou mes champs et les formes contrôle sont mappées dessus. Donc, j'ai un forme groupe maintenant et ce forme groupe contient ces différents éléments. Pour vous montrer à quoi ceci ressemble, on peut mettre en place un petit constructeur ici. Et je vais juste afficher la valeur du forme ici. Donc, on va faire console.log 10.form. Je sais que l'interface sera cassée parce qu'il n'y aura plus les bons bindings qui sont ici. Vu que ces valeurs n'existent plus, donc les bindings seront cassés. Donc, ce que je vais faire, je vais dans un premier temps mettre en commentaire tout ça. On va voir à quoi ressemble le forme groupe et après, je reviens dessus. Donc, si je reviens là et qu'on regarde dans la console, donc on voit que j'ai mon forme groupe qui est comme ça. J'ai un champ controls qui contient les différentes valeurs que j'ai déclarées. Donc, chaque attribut ici correspond à un forme contrôle. Donc, on voit ici que c'est un forme contrôle. Chaque élément ici correspond à un forme contrôle. Donc, si je vais ici et que je clique sur la valeur value, donc on voit que il contient un objet dont les différents champs représentent les champs que j'ai définis tout à l'heure, vu que jusque les valeurs sont initialisées avec des chaînes vides ici, des empty strings.
Donc, on vient ainsi de créer un champ un form group. Donc, encore une fois, les form group, lorsque vous savez utiliser les formes, vous pouvez facilement utiliser les form group. C'est juste que vous créez un form group, vous lui passez un objet qui sera une association de clés-valeurs dont les clés vont représenter le nom des champs et les valeurs vont correspondre au form control que vous définissez. Donc, si on voit ici, donc chaque élément aura ses validateurs, etc. Jusque-là, c'est bon ou pas? OK. Donc, c'est bon, nous pouvons continuer. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, on avait dit que, première chose, on met en place le template, on met en place en seconde position le modèle. Maintenant, il faut faire le binding, le lien entre les deux. Donc, ici, la particularité, vu que c'est plus des champs séparés, on ne procède plus comme ça, en faisant des formes contrôle égales à quelque chose. Donc, vu que le formulaire, tout le formulaire représente un form group pour nous, donc il faut mettre au-dessus, donc à vous de, vous pouvez faire ça comme vous souhaitez, vous pouvez mettre une balise div tout autour de tout ça. L'essentiel, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous devez englober tous ces éléments par un form group. Donc, généralement, vu qu'il y a déjà un formulaire ou une balise qui est disponible, ce qu'on fait généralement, on met ça directement ici. Donc, vous allez faire ceci de la même façon qu'on a fait pour les formes contrôle. Donc, vous faites form group et vous lui passez la valeur correspondant au modèle qui représente le form group. Donc, dans notre cas, nous avons nommé sa forme comme ça. Pour ne pas vous embrouiller, et pour des raisons pédagogiques, je vais remplacer le nom ici. Je vais nommer ça ici contact form. Comme ça saute aux yeux que c'est deux choses différentes. Comme ça vous perturbe pas lorsque vous voyez ceci. Vous voyez que c'est une variable qui est contact form. Donc, en faisant ceci, on vient de faire le binding. Mais ça, ce binding, c'est fait côté form group. Donc, il va falloir quand même faire quelque chose au niveau de nos champs de formulaire. Donc ici, il ne s'agit plus de binding à faire, mais il faut juste remplacer tout ce que vous avez comme form control par form control name comme ça. C'est tout. Donc ça veut dire qu'on va faire la même chose pour tout. Donc je le répète, lorsque vous avez un form control, vous faites les bindings de façon séparée, mais s'il s'agit d'un form group, donc vous utilisez des form control comme on le fait là. Donc je remplace tout ceci par des form control. Et Angular est assez intelligent pour savoir que je fais le mapping sur des champs de formulaire ou des formes contrôle des attributs. Donc, il va récupérer dans ce form group l'attribut correspondant à ça. Il va faire le binding pour nous automatiquement. Donc là, à partir d'ici, si on revient là, on s'attend à ne plus avoir d'erreur. Donc, on n'a pas d'erreur. On a notre forme qui est là avec les différents éléments. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Nous avons mis en place les éléments. Il va falloir maintenant, lorsque l'utilisateur vient ici, que les valeurs ne sont pas renseignées, d'afficher des messages d'erreur. Et lorsqu'il va faire submit, d'afficher la valeur renseignée par l'utilisateur, de l'envoyer à l'extérieur pour que cela soit exploité. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons commencer par mettre en place les différents messages d'erreur. Donc, on va aller rapidement, vu que c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Donc, ici, je vais créer un champ ici que je vais nommer, par exemple, error, comme ça, comme on vient de le faire. Donc, je vais mettre des P. Donc, on va dire last name. On va faire simple, je ne vais pas répéter les noms des champs, je vais juste mettre ceci, required, comme ça. On va faire simple pour avoir un message générique, on va mettre des fields, is required. The field is required. OK. The field
is required. Donc, on dit, on va dire par exemple ici, c'est 30 caractères maximum. Donc, on va dire 13, ok, maximum. Ok, donc on va mettre un message générique comme ça. Donc, on va juste récupérer ceci. On va le repliquer un peu partout. On va laisser l'éditeur de test nous faire le travail de formatage. Là, c'est bon, on va voir à quoi ça ressemble sur l'interface. C'est pas trop joli, mais c'est pas grave. On va quand même le faire comme ça. Ou au pire, on va mettre les éléments juste en dessous comme ça, pour que ce soit un peu joli. On va voir ce que ça donne. Il y a un qui passe en bas ici, c'est pas mal. Donc, on va faire comme ça. On va déplacer plutôt les divs à l'extérieur ici. On déplace les divs à l'extérieur. Et on va voir ce que ça donne. Ok, ça ressemble un peu à ça. C'est pas trop joli, mais ça peut faire l'affaire. Donc, on a des erreurs ici. On a les différents champs. Donc, pour le phone number, il suffit de dire ici que must be starting with plus sign, par exemple. OK. OK. Donc, du coup, on a nos différents éléments. Donc, ce qu'il va falloir mettre en place actuellement, c'est les validateurs. Donc, ici, on a vu tout à l'heure que pour les validateurs, on peut utiliser la méthode du has. Donc, au niveau des formes, des éléments de formulaire, ce qu'on fait ici, c'est le même principe. Donc, on va faire un mdif ici. Je crois que je vais commencer et je vais vous laisser terminer ça ou on le termine la prochaine fois. Donc, je fais mdif ici. Donc, je fais mon form group. Et ici, il y a une particularité. On va faire du has error. Avant de faire le has error, en fait, il y a. Je vais passer ici pour expliquer. Lorsque nous avons des form groups comme ça, il y a une légère différence au niveau de l'interface publique. C'est que pour récupérer un élément ou un champ particulier, vous pouvez utiliser get comme ça et lui passer le champ. Donc, si je fais get et que je mets ici un last name comme ça va me retourner un form control qui va correspondre au form control qui se trouve là. Donc, lorsque je veux récupérer des erreurs, par exemple, je dois récupérer d'abord le champ en question avant de faire le has error dessus comme ça. Donc, ce qui se fait dans la pratique, c'est que au lieu d'éviter, au lieu d'avoir à écrire tout ceci dans le template ici, qui sera trop long, mais qui sera valide, ce qui se fait dans la pratique, c'est que le pattern qu'on utilise dans la communauté, c'est de créer des getters. Donc, on crée des getters de ces valeurs. C'est-à-dire que je vais faire ici, je vais ajouter des getters ici. Donc, je vais dire, par exemple, que last name comme ça. Donc, je dirais last name control comme ça. Que lorsque l'utilisateur va essayer d'accéder à ce champ, que je vais retourner cette valeur. Donc, je fais return comme ça. Return, je fais ça. Donc, ça fait que lorsque je veux accéder, la signification de ceci, c'est que lorsque je veux accéder à cette valeur, je peux écrire maintenant comme ça, 10.lastNameControl comme ça.
Donc, c'est ça, le getter que je mets en place qui me permet de faire ça. Donc, qu'est-ce que ceci me permet de faire facilement? C'est que ça me permet d'écrire dans la partie template juste ça, au lieu d'avoir à écrire tout ça qui est un peu long. Donc, ça fait que je peux profiter de ceci. Donc, je peux faire ceci directement ici et dire que si ceci, lorsque je veux vérifier la présence d'erreur, je peux faire directement ceci. Lorsque je veux vérifier si ce champ a une erreur, comme on le faisait tout à l'heure avec le has error, je peux faire ceci et dire ici has error comme ça et passer le champ que je veux, plutôt la clé que je veux. Donc, on va faire require ici. On va recopier la même chose ici. On va le faire pour le champ là. Désolé. Donc ici, au lieu de faire require, on va mettre mass length que nous avons vu tout à l'heure. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, comme je le dis souvent, il faut aller progressivement. Donc si on arrive à le faire pour un champ, ça veut dire qu'on peut répéter le même principe pour les autres champs. Donc nous allons déjà tester si ça marche pour ce champ avant d'évoluer. Donc du coup, je garde ceci. Ça, j'ai pas besoin de ça. Je l'ai mis juste pour des raisons d'explication. Donc on revient là. Dans un premier temps, il dit les ngIf, ok? On va l'importer ici, ngIf. Et deuxième conseil aussi, lorsque vous travaillez, il faut toujours avoir la console ouverte, comme ça, vous voyez les erreurs en temps réel. Donc, nous avons mis en place le contrôle pour le champ last name. Donc, si vous, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir ici, mais il y a l'equal qui est là. Donc, lorsque je commence par taper la valeur, il n'y a pas de souci. Lorsque je dépasse ça, on voit qu'il y a 30 caractères maximum qui s'affichent. Donc, ça veut dire que le contrôle que nous avons mis en place pour le premier est bon. Donc, ce que je vais vous laisser faire pour la prochaine fois, c'est de refaire la même chose, de mettre en place ce getter et de compléter les validations des options. Donc, c'est l'exercice que vous allez faire pour la prochaine fois. Vous allez suivre ce qui a été fait ici pour mettre en place les contrôles pour les options. Et la seule chose que je vais faire ici pour vous aider, pour ne pas avoir à écrire tout ça par vous-même, c'est qu'on va mettre en place notre fameux erreur ici. On va rendre ça un peu joli. Donc, on va dire ici que le color, c'est red. Et que la taille, donc on va dire font size. On va le mettre en REM. On va dire, par exemple, que ça fait 1,1 REM, par exemple. On va voir ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Donc ça s'affiche bien. On va passer à 2, par exemple. OK, donc ça, déjà, on a quelque chose de pas mal. Donc au moins, c'est visuel. Et dès que le message d'erreur apparaît, on le voit. Donc ce que je vais vous demander de faire en plus de cela, c'est de faire en sorte que les erreurs ne s'affichent pas directement, comme ça. Donc on a également vu comment faire ça. On veut seulement que l'erreur s'affiche lorsque l'utilisateur fait ceci. Donc ça, c'est le second challenge. Donc, du coup, je vais pousser cela. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, on vient de voir les formulaires en détail. On a vu comment les utiliser. Donc, la prochaine fois, nous allons terminer cela et voir comment nous pouvons aller plus loin. Donc, le challenge pour la prochaine fois, déjà, c'est de terminer cette validation. D'utiliser également déjà de terminer cette validation et de faire en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur Submit, que vous affichez la valeur dans la console ici. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire pour la prochaine fois. Donc, voilà ce que j'avais partagé avec vous pour la session d'aujourd'hui. Donc, en attendant que je pousse le code, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer le micro et à poser les questions si vous avez des retours aussi.
N'hésitez pas également à le faire. Donc ici, on va dire que c'est un travail en cours, work in progress, implémentation du formulaire de contact. Et je vais pousser ça. Ok, donc du coup, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, qui n'ont pas suivi les sessions précédentes avec nous, 2 secondes, je crois que je vais pouvoir trouver le lien du repo si je l'ai ici. Ok, je vais partager cela avec vous. Super court, manque juste à pratiquer. Ok, j'avais cru lire, j'ai cru lire, il manque juste la pratique et j'allais crier quoi. Et donc du coup, j'ai partagé avec vous le repo. Donc sur le repo, si vous ouvrez le repo, donc copier le lien, je peux fermer ça. Je peux fermer ça également. Voilà, donc le repo ressemble à ça. Donc vous avez les différentes branches, les différentes sessions sur lesquelles vous pouvez vous pointer et voir un peu ce qui a été fait. Vous pouvez même voir les commits et voir un peu comment nous avons réalisé les différentes sessions. Donc pour la session d'aujourd'hui, donc vous pouvez retrouver ça sur la session 7. Donc et voir tout le contenu ici, quoi, ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à récupérer le code, à vous brancher sur la session 7 et essayer de résoudre l'exercice par vous-même, le reste de l'exercice par vous-même et aller même plus, si possible, au-delà. Donc n'hésitez pas à faire ce qui a été demandé ici et à pousser cela et à le dire dans le chat Git. Et puis, autre chose aussi, oui, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat Discord, c'est fait pour cela. Si vous avez des questions sur ce qui a été fait, n'hésitez pas à les poser. Et à la fin de la session, je partagerai également les slides avec vous à travers ce canal Discord. Donc, voilà, c'est tout. Merci à vous pour votre attention et voilà ce que j'avais à partager avec vous pour cette session.